Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur des règles qui façonnent nos villes, des normes souvent invisibles mais qui rendent nos espaces publics accessibles ou non à tout le monde. Bonjour. Oui, on ne parle pas juste de quelques rampes, hein. Non, pas du tout. C'est un ensemble de règles vraiment très précises. Ça régit nos trottoirs, nos passages piétons, nos arrêts de bus. L'idée, c'est de décrypter ensemble la logique derrière tout ça et de comprendre ce que la loi impose concrètement pour garantir ce qu'on appelle la chaîne du déplacement. C'est un enjeu qui est fondamental. L'accessibilité, c'est un droit, c'est ancré dans la grande loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances. Mais au-delà du droit, c'est presque une philosophie. C'est-à-dire? L'idée centrale, c'est de permettre un parcours continu, sans rupture, pour n'importe qui. Et on va voir que cette grande idée, en fait, elle se traduit par une multitude de détails techniques qui, mis bout à bout, changent radicalement l'expérience de la ville. Alors, commençons par le début. Quand on parle d'accessibilité, l'image qui vient tout de suite, c'est celle d'une personne en fauteuil roulant. Mais cette notion de personne à mobilité réduite, la fameuse PMR, c'est bien plus large que ça. Ah oui, complètement. Je suis tombée sur un chiffre qui m'a vraiment interpellée. 30% de la population serait concernée par une situation de handicap, qu'elle soit temporaire ou permanente, à un moment de sa vie. 30%, c'est énorme. C'est un point absolument crucial. Ça déconstruit complètement l'idée que l'accessibilité ne concernerait qu'une toute petite minorité. La définition légale est très très inclusive. Elle englobe quoi exactement? Alors, bien sûr, il y a les handicaps moteurs, mais aussi sensoriels, les personnes malvoyantes, malentendantes ou intellectuelles. Et surtout, ça va bien au-delà. Sont aussi considérées comme PMR, par exemple les personnes âgées, les femmes enceintes. Quelqu'un avec une jambe dans le plâtre? Exactement. Ou même une personne qui transporte des bagages lourds, un parent avec une poussette. Ah oui, donc en fait, si je me casse une cheville au ski ou que je dois traverser la ville avec une grosse valise, je deviens temporairement une PMR. C'est ça. Finalement, cette loi, elle ne s'adresse pas aux autres, elle s'adresse à nous tous, à différents moments de nos vies. Exactement. Le but, c'est de concevoir un environnement qui n'exclut personne par défaut. Et pour ça, il faut commencer par la base de tout, le trottoir. Justement, parlons-en du trottoir. J'imagine que la première règle, la plus évidente, ça concerne la largeur, il faut de la place pour passer, non? C'est le critère numéro 1. La largeur minimale légale d'un cheminement, ça doit être 1,40 m. Et attention, 1,40 m libre de tout obstacle. D'accord. C'est calculé pour qu'une personne en fauteuil et une personne à pied puissent se croiser sans problème. Il y a une petite exception, on peut descendre à 1,20 m, Ah oui. mais uniquement sur une très courte distance, et s'il n'y a ni mur ni obstacle de chaque côté, ce qui est assez rare en ville, soyons honnêtes. 1,40 m, ça peut sembler large, mais quand on imagine un trottoir en or de pointe avec une terrasse de café, un panneau publicitaire, une trottinette mal garée, cet espace vital, il disparaît très vite en fait. C'est tout le défi des urbanistes, surtout dans les centres-villes historiques. C'est un vrai casse-tête. D'ailleurs, la préconisation, la largeur de confort, on va dire, c'est 1,80 m. Ah oui, carrément. Pourquoi autant? Parce que c'est la dimension qui permet à deux personnes en fauteuil roulant de se croiser. C'est la différence entre un espace où l'on passe et un espace où l'on circule confortablement. D'accord, pour la largeur. Mais il y a aussi la surface du sol. On a tous fait l'expérience de tirer une valise à roulettes sur un chemin en gravier, c'est un cauchemar. C'est exactement ça. Pour un fauteuil roulant, c'est tout simplement un cul-de-sac. La loi impose donc un revêtement, je cite, « non meuble, non glissant et sans obstacle à la roue ». Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on proscrit le gravier, le sable, la terre. On va privilégier les enrobés, les dalles de ciment, les bétons, bref, tout ce qui offre une surface de roulement bien lisse et sécurisée. Largeur, surface, c'est la base. Mais ce qui rend un trajet infernal parfois, ce sont ces tout petits détails auxquels on ne pense pas. Je pense à un simple rebord de trottoir un peu trop haut. On parle de ressaut, et là, la précision est millimétrique. Pensez à la petite roue avant d'une poussette ou d'un fauteuil. Le moindre rebord vertical, c'est un mur. La loi dit que ce mur ne doit pas dépasser 2 cm. 2 centimètres, c'est tout. C'est la limite absolue. Il y a une tolérance jusqu'à 4 cm, mais à une seule condition, que le rebord soit biseauté, ce qu'on appelle un chanfrein. En gros, on transforme ce petit mur en une mini-rampe. Et pour les grilles d'évacuation d'eau, qui sont de vrais pièges? Même logique. Les fentes ou les trous doivent avoir une largeur inférieure à 2 cm. Pour éviter qu'une roue de fauteuil, la pointe d'une canne blanche ou même un talon aiguille ne s'y coince.
Une autre chose qui peut transformer une promenade en épreuve de force, ce sont les pentes. La moindre inclinaison peut devenir un effort considérable. Ou un danger. Tout à fait. Il faut penser à deux ennemis. Le premier, c'est le dévers. C'est la pente latérale, celle qui va vers la chaussée. Il doit être inférieur à 2%. Au-delà, une personne en fauteuil doit constamment forcer sur une roue pour corriger sa trajectoire et ne pas dévier vers la route. C'est épuisant. Et le deuxième ennemi, c'est la montée, j'imagine. La pente longitudinale, oui. La règle d'or, c'est de rester sous les 5%. Si la topographie oblige à aller au-delà, la loi impose d'aménager un palier de repos horizontal tous les 10 mètres pour permettre de souffler. C'est fascinant de voir à quel point tout est pensé pour la continuité. On a cheminé sur le trottoir et maintenant on arrive au bord pour traverser. Comment est-ce qu'on sécurise ce moment? Je pense évidemment à ces dalles en relief qu'on sent sous nos pieds. C'est un élément clé, la bande d'éveil de vigilance, ou BEV. Son rôle, c'est d'alerter les personnes aveugles ou malvoyantes d'un danger imminent. Un passage piéton, un escalier, un quai de métro. Sa texture est reconnaissable, oui, mais il y a une distance précise à respecter pour l'installer. J'aurais naïvement pensé qu'on la mettait juste au bord du danger. Ah, excellente question. On la met à 50 cm du danger. Pourquoi ce décalage? C'est la règle d'or qu'on appelle le pas de freinage. Si la bande était collée au danger, la personne la détecterait au moment où elle basculerait déjà sur la chaussée. Ces 50 cm, c'est la distance de sécurité qui permet à quelqu'un qui avance à une vitesse normale de détecter l'alerte, de comprendre et de s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. C'est une marge de sécurité vitale. C'est d'une logique implacable. Et pour les carrefours avec des feux tricolores, comment ça se passe? Je me suis toujours demandé comment on évitait la cacophonie sonore. On pourrait facilement traverser sur le mauvais signal. Votre question pointe exactement le problème que la réglementation a voulu résoudre. Les feux sont équipés de dispositifs sonores. Pour éviter la confusion, la loi impose une distance d'au moins 3 mètres entre deux boîtiers sonores qui correspondent à deux traversées différentes. Ah, d'accord, pour que l'oreille fasse bien la différence. C'est ça. Et le bouton poussoir, lui, il doit être placé à une hauteur comprise entre 90 cm et 1,30 m du sol, pour qu'il soit atteignable par tout le monde. D'accord. On a vu le trottoir, la traversée, mais le cheminement est souvent entravé par ce qui se trouve sur le trottoir. Potelets, bancs, poubelles. Comment on s'assure que ce mobilier ne devienne pas un parcours d'obstacles? Le principe de base, c'est toujours le même. Préserver le fameux couloir de circulation de 1,42 m. L'idéal, c'est d'aligner tout le mobilier. Mais la règle la plus contre-intuitive et la plus fascinante, c'est celle de la détection d'obstacles. Ça me fait penser à ces nouveaux horodateurs, très design, très fins, sur un seul poteau. Je me suis déjà cognée dedans en étant distraite. Est-ce qu'ils sont conformes, ces trucs-là? C'est très probable que non. Pour qu'un objet soit conforme, il doit respecter ce qu'on appelle la bague de détection. C'est un diagramme qui définit le rapport minimal entre la hauteur et la largeur d'un objet pour qu'il soit détectable par une canne blanche. C'est-à-dire? Un objet trop fin et trop haut, il peut littéralement passer entre les mailles du filet. Pour prendre un exemple, un potelet de 6 cm de diamètre, qui fait plus d'1 mètre de haut, ce n'est pas réglementaire. La canne risque de passer en dessous. En revanche, une grosse poubelle de 50 cm de diamètre, même plus basse, sera détectée à coup sûr. C'est donc la revanche des objets massifs sur les objets trop design. Et pour le danger qui vient d'en haut, le classique panneau qui dépasse et qu'on se prend en pleine figure, là, on parle d'obstacles en porte-à-faux. La première règle, c'est la hauteur. Il doit y avoir au minimum 2,20 m de passage libre. Mais si un obstacle est en dessous de cette hauteur et qu'il dépasse de plus de 15 cm sur le chemin, il devient un danger. Invisible pour une canne. Exactement. La loi impose alors que sa présence soit rappelée au sol par un élément bas, une jardinière, une petite bordure, pour que la canne bute dessus et signale le danger en hauteur. La chaîne du déplacement continue jusqu'à la voiture. Parlons des places de stationnement réservées. On entend parfois des gens se plaindre qu'elles sont très larges et souvent vides. C'est une critique qu'on entend, oui, mais elle est basée sur une incompréhension totale. Cette largeur de 3,30 m n'est absolument pas un luxe, c'est une nécessité technique. Pourquoi si large? Ça inclut la largeur de la voiture et un espace latéral d'au moins 80 cm. C'est l'espace indispensable pour ouvrir la portière en grand, sortir le fauteuil, le déplier et s'y transférer en toute sécurité. Cette largeur, c'est la condition de l'autonomie. Et bien sûr, il faut pouvoir rejoindre le trottoir depuis cette place. C'est l'autre condition. La place doit être reliée au trottoir par un cheminement accessible de plein pied. S'il y a une bordure, il faut un bateau. La place seule ne sert à rien. Terminons notre parcours à l'arrêt de bus. Quel est l'enjeu principal ici? L'enjeu, c'est de réussir l'interface entre le quai, qui est fixe, et le bus, qui est mobile.
Tout l'aménagement vise à rendre l'embarquement aussi fluide que possible. Pour ça, la hauteur du quai est normalisée à 18 cm. D'accord. C'est calculé pour correspondre au plancher des bus modernes et minimiser le trou à franchir. Et sur le quai lui-même, il faut aussi de la place pour bouger. Absolument. La loi exige une aire de rotation de 1,50 m de diamètre complètement libre. C'est l'espace minimum pour qu'une personne en fauteuil puisse faire un demi-tour ou se positionner face à la porte du bus. En conclusion, ce qui est frappant, c'est que l'accessibilité, ce n'est pas une question de bons sentiments ou de petits plus. C'est un système incroyablement logique, une sorte de grammaire de l'aménagement où chaque centimètre a une justification très concrète. C'est exactement ça. Chaque détail, de la largeur d'une fente dans une grille à la distance d'une bande podotactile, a une raison d'être. Tout ça vise à garantir cette fameuse chaîne du déplacement sans aucune rupture. C'est la traduction technique d'un projet de société plus inclusif. C'est certain, la prochaine fois que je marcherai en ville, je ne verrai plus les trottoirs de la même façon. Je verrai les règles, les intentions et parfois, malheureusement, les échecs à les appliquer. Et pour aller encore plus loin, on peut se poser une question. Ces normes, qu'on perçoit aujourd'hui comme étant conçues pour une minorité, ne sont-elles pas en réalité les standards de confort et de sécurité qui deviendront indispensables pour une majorité dans la société vieillissante de demain? C'est une excellente question pour la suite. En fin de compte, en construisant une ville accessible, ne construit-on pas simplement une ville mieux pensée pour tous?